C'est parti. Eh bien, on va commencer. Je vais tout de suite donner la parole à Mathieu Charnet de Agathe pour nous présenter des éléments de cadrage globalement à l'échelle des finances communales et de l'impact de l'augmentation actuelle de l'énergie. Oui, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci Hugo de me passer la parole. Comme vous l'avez dit, donc nous, Agathe, on accompagne, on va dire, les collectivités au quotidien sur différentes thématiques, qu'elles soient de l'aménagement, de l'urbanisme, des finances, du juridique, de la concertation. Donc, on intervient sur plusieurs champs auprès des collectivités locales. Moi, je m'occupe plus spécifiquement d'accompagnement financier auprès des collectivités, donc communes et intercommunalités. Et l'idée de cette petite introduction qui sera courte, c'était de donner des éléments de cadrage, on va dire, un peu financiers. Ensuite, on passera sans doute sur un volet plus opérationnel de projets et d'exemples concrets. Mais c'était pour essayer de cerner à quel point cette question des dépenses énergétiques est un enjeu aujourd'hui pour les collectivités locales. Donc, on a juste préparé deux petites diapos d'introduction pour se dire que malheureusement, le pire est peut-être aujourd'hui devant nous en termes d'explosion des coûts énergétiques. Chacun n'est pas forcément logé à la même enseigne en fonction du contrat qu'il possède par rapport à ses fournisseurs ou avec l'intervention du SDES qui est une partie prenante importante en Savoie. Et puis, vous le savez peut-être, le gouvernement prépare aussi toute une série de mesures, on va dire, de plafonnement, d'accompagnement, d'amortisseurs pour tout ce qui est évolution des charges énergétiques dans leur ensemble. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'était de vous dire aujourd'hui ce que pèsent à peu près les dépenses énergétiques dans les comptes des collectivités. Et puis, ce que ça pèse, c'est une donnée. On sait que c'est sans doute amené à augmenter de manière conséquente dès 2022. La question qu'on s'est posée ensuite, c'est s'il y avait une augmentation majeure, quel serait le poids cette fois-ci sur l'épargne, la marge que peuvent dégager nos collectivités et de fait sur leur capacité à investir in fine. Donc, la première petite diapo que vous avez ici à l'écran, on a pris sur les derniers comptes publiés qui sont les comptes des collectivités locales de 2021. On a essayé de voir ce que pesaient les dépenses énergétiques. Et donc, quand on dit énergétique, c'est électricité, combustible, carburant. On va dire que ce sont ces trois rubriques comptables principales. Et on a fait trois petits panels qu'on a souhaité un petit peu représentatifs. Alors, nous, on est très savoyards de par notre origine. Donc, on suit plus spécifiquement les collectivités, on va dire alpines. Et donc, j'ai fait un petit panel savoyard. L'idée, vous avez trois petits pictogrammes ici. On a fait un panel de communes de montagne de moins de 1000 habitants. C'est 34 communes en Savoie. Pourquoi communes de montagne? Parce que, par définition, ce seront peut-être celles qui seront le plus exposées aux aléas climatiques et à une hausse de leur facture énergétique. Deuxième panel, au centre de la diapo, des communes de montagne, cette fois-ci de 1000 à 5000 habitants. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des stations de sport d'hiver, donc qui disposent d'équipements un peu plus structurants et un peu plus consommateurs en théorie d'énergie. Et puis le panel 3, à droite de la diapo quand on la regarde, ce sont ce que j'ai appelé des collectivités un petit peu bourg-centre, c'est-à-dire des communes un peu rurales, mais qui bénéficient de centralité de services publics et donc qui supportent des équipements qui irriguent un peu le territoire aux alentours et qui font qu'elles ont souvent des gymnases, des espaces aquatiques, enfin des équipements un peu plus lourds en termes de dépenses énergétiques. Donc, à titre d'info, notre premier panel, il fait 34 communes. Le deuxième, sur les communes de montagne de 1000 à 5000, il fait 15 communes. Et le troisième, il fait 11 communes. Donc, ça donne une échelle un peu représentative. Et la question qu'on s'est posée, donc, c'est quelle est la part des dépenses d'énergie dans les dépenses courantes de ces communes. Donc, on voit qu'on est autour de 5% pour nos communes, on va dire, montagnardes. Pardon, excusez-moi. Et un peu plus de 7,7% pour les communes, on va dire, plus rurales et plus bourg-centre, on l'a dit, qui ont un double désavantage. Elles supportent des services de centralité, on l'a dit, donc peut-être des équipements qui consomment un peu plus. Et elles ont un volume de recettes moindres que des communes de stations sport d'hiver qu'on va retrouver typiquement. Mais les dépenses, c'est une indication. Ce qui compte pour une collectivité, c'est surtout la marge qu'elle va dégager. Donc, je vous propose qu'on passe sur la diapositive numéro 2. J'espère que la connexion est bonne parce que je vois que ma connexion Internet est instable. J'ai un petit message d'erreur. Et donc, la deuxième diapo en termes de cadrage et d'introduction, c'est de se dire, certes, ça ne représente que 5 à 8% de nos dépenses énergétiques en moyenne, parce qu'il y aura encore des dispersions autour de la moyenne. Mais si vous suivez un peu les finances d'une collectivité, on a un ratio qu'on regarde, c'est l'épargne brute. L'épargne brute, c'est recettes réelles de fonctionnement moins dépenses réelles de fonctionnement. Autrement dit, c'est ce que vous dégagez chaque année dans votre budget communal de par votre activité courante. Vous touchez des impôts, des dotations de l'État, des loyers,
Avec tout ça, vous faites face à vos dépenses courantes de fonctionnement et à la fin, il doit vous rester une marge nécessairement, à la fois pour rembourser le capital de vos emprunts, parce que souvent une collectivité est endettée, et puis en deuxième temps, pour investir et pour autofinancer vos investissements. Et là, sur cette diapo, on a pris le parti de se dire, et si demain nos dépenses énergétiques venaient à doubler? Alors, ce n'est pas un scénario irréaliste, hein, malheureusement. Enfin, on entend même parler de x2, x4, x8 selon les secteurs et selon l'exposition au risque. Mais sur une hypothèse de x2 en termes de dépenses énergétiques, eh bien, sur nos 3 petits panels qu'on a identifiés, vous voyez que la dégradation de l'épargne brute, c'est-à-dire la marge que dégagent nos collectivités, là, on est entre un quart et un tiers de perte de marge. Donc, vous voyez, l'effet de levier, il est très important. Même si ce sont des dépenses qui pèsent 6, 7, 8, 10%, un doublement du volume de ces dépenses viendrait directement taper, on va dire, dans la capacité d'autofinancement et dans les marges dégagées par nos collectivités locales. D'où l'intérêt de se poser les questions qu'on va se poser ce soir, je pense, et d'avoir des illustrations concrètes de ce que peuvent faire les collectivités, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque très incertaine par rapport à ça. Il y a des fonds d'aide, des dispositifs, on a entendu parler des fonds verts, on a entendu parler d'amortisseurs sur l'explosion des charges énergétiques. Donc, on attend tous avec impatience la loi de finances définitive qui sera adoptée fin décembre pour avoir des précisions sur ces dispositifs qui pourront aussi vous aider à faire face à vos investissements, à vos projets, parce que vous le voyez tout de suite que l'explosion des coûts énergétiques peut avoir un effet de levier très conséquent, on va dire, sur vos marges de manœuvre. Donc voilà ce que je souhaitais vous apporter, c'est vous voyez vraiment du cadrage. Je vais peut-être laisser la parole aux intervenants suivants et s'il y a des questions, bien sûr, vous aurez nos coordonnées pour échanger autour de ces thématiques. Hugo, je vous laisse peut-être reprendre le fil et la parole sur le support. Ouais. Bah, merci pour ces éléments de contexte. On va rentrer dans, on va dire, le dur du sujet, là, un petit peu plus dans la technique. C'est ma collègue Nathalie Noël, qui va vous présenter la suite. Oui, très bien. Alors, vous m'entendez, j'espère, mais je ne vais pas mettre de vidéo pour des raisons de bande passante. Alors, on va aborder le sujet par le biais des opportunités de réflexion autour de ces questions de l'énergie. Pourquoi on est là ce soir? Comme on vient d'en parler, vous avez sûrement vu vos factures évoluer, mais vous êtes aussi peut-être en réflexion autour d'un projet de rénovation. Alors sur un bâtiment, sur plusieurs, peut-être que vous réfléchissez à l'échelle de votre commune ou de votre territoire sur les solutions pour vous réapproprier les questions de l'énergie. Voilà, tout un ensemble d'opportunités qui peuvent amener à réfléchir sur ces questions d'énergie et également tout ce qui est lié aux subventions dont on vient de parler pour partie et dont on reparlera plus tard. On peut changer de diapo, Hugo. Un petit graphique que vous avez en tête si vous suivez un peu les prix de l'énergie. Voilà ce qui s'est passé sur fin 2021 et surtout 2022 au niveau des tarifs. Alors la courbe en bleu, c'est l'électricité. Celle juste en dessous en orange, c'est le gaz. Et puis on retrouve les granulés et les plaquettes forestières en jaune et en gris. Des fluctuations très importantes pour les énergies fossiles avec pour l'avenir. Alors, personne n'est capable de savoir à quel prix tout ça va se stabiliser, mais voilà, des fluctuations dans des marges assez importantes qui laissent quand même des écarts conséquents entre les différentes sources d'énergie dont on va parler ce soir, puisque le gaz risque quand même de s'arrêter à des niveaux un peu intermédiaires entre l'électricité et puis les solutions bois-énergie. De quelles énergies renouvelables allons-nous parler ce soir? On va parler du bois énergie, vous l'avez vu sur le graphique précédent, sous 2 formes principales, les granulés de bois et le bois déchiqueté ou plaquettes. On va parler également du solaire thermique, qui est vraiment une énergie de base. Et puis, on parlera également des pompes à chaleur. Alors, même si les pompes à chaleur ne sont pas directement une ressource énergétique, mais un moyen d'aller chercher de la chaleur dans le sol ou dans les nappes quand elles sont à proximité. Sur le solaire thermique, qu'est-ce qui est vraiment important de se rendre compte, c'est que le potentiel de cette énergie, il est énorme. Le gros cube jaune que vous voyez au centre de cette image, c'est la quantité d'énergie qui est reçue chaque année par la Terre. En gros, c'est 10 000 fois nos besoins énergétiques
tous usages confondus. On voit la consommation mondiale, c'est le tout petit cube tout en bas à droite là, de l'image. Donc, on reçoit énormément plus d'énergie de la part du soleil qu'on en a besoin actuellement. Et quand on le compare aux autres ressources, eh c'est également une énergie beaucoup plus abondante que les énergies qu'on utilise aujourd'hui. On peut passer à la suite. Du coup, l'utilisation la plus simple de cette énergie solaire, c'est l'énergie solaire thermique. On utilise un champ de capteur qu'on va souvent positionner en toiture. Dans ce champ de capteur circulera un fluide qui va amener de la chaleur dans un ballon. Ce sera un ballon d'eau chaude ou ce sera un ballon tampon, selon si on voudra faire uniquement de l'eau chaude sanitaire ou également du chauffage. Cette boucle va réchauffer l'eau du ballon et puis retourner ensuite dans le capteur pour être à nouveau réchauffée par l'irradiation solaire. Voilà des systèmes maintenant bien éprouvés, puisque le solaire thermique s'est développé déjà depuis plusieurs années. Et on va le voir sur la diapo suivante, on peut faire à la fois du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Voilà les ordres de grandeur principaux. En production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, 1 mètre carré de capteur permet d'économiser entre 300 et 500 kWh par an. Voilà, ça c'est une moyenne. On vous a donné un petit ordre de grandeur, c'est entre 40 et 100 euros par an d'économie d'énergie. Tout dépend de votre source d'énergie initiale. Ça permet également d'éviter de rejeter 100 à 300 kg de gaz à effet de serre par an, ce qui est important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les 3 photos qui sont en bas, elles vous permettent de visualiser à la fois différentes solutions et différentes dimensions de panneaux. Tout à gauche, on a une solution d'eau chaude solaire collective sur un immeuble. Au centre, du chauffage pour l'eau chaude sanitaire individuelle, donc quelques mètres carrés de panneaux seulement. Et puis à droite, du chauffage solaire avec une vingtaine de mètres carrés de panneaux pour un logement. Quels sont les atouts en synthèse sur le solaire thermique? La rentabilité est d'autant plus importante que l'usage est fort, donc le chauffage solaire est plus rentable qu'un seul chauffe-eau solaire, la production étant de l'ordre de 400 à 800 kWh par mètre carré pour un SSC. Alors SSC, c'est système solaire combiné, pour la combinaison du chauffage et de l'eau chaude. On est plutôt entre 300 et 500 kWh par mètre carré quand on fait uniquement l'eau chaude sanitaire. Et en montagne, il ne faut pas avoir peur d'aller vers du solaire thermique puisque celui-ci est performant et c'est là qu'on atteint les plus hauts taux de production. On peut faire du chauffage solaire aussi bien sur des planchers chauffants que sur des radiateurs. Et le taux d'économie d'énergie va varier un petit peu suivant si on est en neuf ou en rénovation. L'atout majeur, c'est ce combustible solaire qui est gratuit et inépuisable, en tout cas à notre échelle. Par contre, c'est un investissement qui reste important, entre 1 000 et 1 500 euros par mètre carré, et puis qui nécessite un appoint. On n'aura pas une seule installation solaire pour chauffer un bâtiment. Il faudra aussi compléter cette solution. On vous a rappelé les principaux points de vigilance. Donc, l'exposition au sud, alors il y a quand même une petite latitude, entre plus ou moins 45 degrés. Une inclinaison minimale de 25 degrés. Plus les capteurs sont proches de la verticale, plus on pourra aller chercher de la chaleur l'hiver pour faire du chauffage. En première approche, on peut dimensionner les panneaux entre 7 et 10% de la surface à chauffer. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur de votre surface de panneau. On se pose souvent la question des excédents de chaleur. Est-ce que l'été, ça va bien se passer pour mes panneaux? Vraiment, les fabricants, les concepteurs ont travaillé ces questions-là. Maintenant, on a des systèmes de recirculation nocturne, de diminution des vitesses de circulation, des capteurs qui peuvent aussi dégrader leur performance quand on est à haute température. Et puis, comme on en a parlé, voilà, suivant l'inclinaison des capteurs, on va aussi pouvoir les protéger pour réduire le risque de surchauffe en période estivale. Je crois qu'on a fait après le tour des questions.
sur le solaire, thermique. Est-ce que Maxime, on a des questions dans le chat? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Les questions, elles vont venir et vous n'hésitez pas à revenir sur le solaire, même si les questions arrivent un peu plus tard. On reprendra tout ça. Ok. On va passer du coup sur le deuxième volet technique de notre présentation de ce soir, les pompes à chaleur. Comme l'a bien rappelé Nathalie, une pompe à chaleur, ce n'est pas une énergie renouvelable. Une pompe à chaleur, c'est une machine qui va permettre de convertir de la chaleur, mais qui ne va pas la produire. On a toujours besoin d'électricité pour faire fonctionner cette pompe à chaleur. Alors, comment ça marche une pompe à chaleur? L'idée, c'est de récupérer de l'énergie, des calories sur le milieu extérieur. C'est ici cette partie en bleu, le milieu extérieur qui peut être l'air, qui peut être l'eau pour les pompes à chaleur géothermiques sur nappe ou qui peut être le sol pour les pompes à chaleur géothermiques sur sonde. On va donc récupérer de la chaleur à basse température, 8 degrés sur le sol, et puis sur l'air extérieur, ça peut être 0 degré, 5 degrés, moins 10 degrés s'il fait vraiment très froid. Et la pompe à chaleur, à l'aide d'un fluide frigorigène qui circule ici avec un compresseur et un détendeur, ça paraît un peu compliqué, le principe c'est le même que celui de votre frigo, sauf que c'est à l'envers. Et donc, on va pouvoir transformer cette chaleur à basse température en une chaleur à plus haute température, qui va être distribué sur le circuit de distribution hydraulique de votre bâtiment. Le circuit de distribution hydraulique, ça peut être les radiateurs, si votre bâtiment est chauffé avec des radiateurs, ça peut être un plancher chauffant, ça peut être également des ventiloconvecteurs. On a une efficacité maximale de ce type de système quand l'écart entre la source froide et la source chaude est réduit et stable. Ça fait une phrase un petit peu compliquée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Une pompe à chaleur, ça marche très bien quand il y a peu d'écart ici entre cette source froide bleue et cette source chaude rouge. C'est-à-dire que quand vous êtes par exemple, sur une pompe à chaleur géothermique qui va puiser de la chaleur dans un sol à 8 degrés, par exemple, et qui va la transférer sur un plancher chauffant à une trentaine de degrés. Donc, on passe de 8 à 30, on a peut-être 20, 22 degrés d'écart. Là, on a un fonctionnement qui est optimal de la pompe à chaleur. Maintenant, on se met dans un cas qui va être beaucoup plus défavorable. On a une pompe à chaleur qui prend son énergie sur l'air extérieur. À Courchevel, par exemple, l'hiver, il fait moins 10 degrés et vous avez un bâtiment qui est peu performant, sur lesquels il faut que vous chauffiez de manière assez importante et donc vous avez des radiateurs à haute température, 70 degrés par exemple. Vous avez entre 70 degrés de vos radiateurs et moins 10 degrés de l'air extérieur, 80 degrés à vaincre. Et là, vous allez avoir un fonctionnement qui va être extrêmement dégradé de vos pompes à chaleur. Donc, on voit que on va continuer de le voir, hein, mais que c'est une solution qui doit vraiment s'étudier au cas par cas et sur laquelle on ne peut pas faire une généralité permanente. Cette efficacité maximale, elle nous incite à avoir des émetteurs de chaleur qui soient à la température la plus basse possible. Un plancher chauffant, c'est idéal, mais ça peut également être des radiateurs à basse température. Et typiquement, on va avoir ça dans des bâtiments neufs, donc qui ont de faibles consommations, mais également dans des bâtiments qui auront été rénovés et rénovés de manière performante, parce qu'on aura largement diminué les consommations de ces bâtiments, et avec le même circuit de radiateur, on aura besoin de véhiculer moins d'énergie, donc on pourra abaisser leur température. Ça, c'est un paramètre qui est intéressant parce que ça nous amène à recontextualiser la question du choix de l'énergie et notamment de la mettre en place dans le cadre d'une rénovation des bâtiments. Et typiquement, on va essayer au maximum de travailler également sur l'enveloppe, donc isoler les murs, la toiture, les fenêtres, pour ensuite pouvoir avoir un choix de l'énergie qui soit le plus facilité possible, et notamment si on veut mettre en place une pompe à chaleur. Alors, il se pose la question, une pompe à chaleur, est-ce que c'est renouvelable ou pas, du moins puisqu'elle fonctionne à l'électricité? Alors, l'électricité, on a toute une chaîne de production de l'énergie. C'est une petite digression par rapport au cœur du sujet, mais on a trouvé que c'était quand même intéressant de le rappeler. L'électricité, finalement, elle a déjà subi de nombreuses transformations avant d'alimenter votre pompe à chaleur. Pour la produire, on a en France majoritairement des centrales nucléaires, on a quelques centrales au gaz et au fioul. Et
Donc, on va brûler un combustible fossile ou utiliser un combustible fissile, l'uranium, pour produire cette électricité. On a dans une centrale thermique de production d'électricité des rendements qui sont assez faibles, 30-35%. Donc, c'est-à-dire que sur l'énergie primaire qu'on avait au départ, notre uranium ou notre gaz, notre fuel, on en a perdu déjà 65-70% lors de la première transformation. On obtient ensuite une énergie secondaire, donc c'est déjà l'électricité, mais cette électricité, elle n'est pas encore au sein de votre bâtiment. Elle est en sortie de la centrale de production. Il faut encore la transporter jusqu'à votre mairie, votre école ou votre gymnase. Et donc là, on a encore des pertes qui sont liées au transport de l'électricité. Et donc au final, il arrive en entrée de votre bâtiment, et notamment en entrée de votre pompe à chaleur, ce qu'on va appeler l'énergie finale. Mais cette énergie finale, elle correspond finalement à peu près à seulement un tiers de l'énergie primaire qu'on avait au départ. Donc on a déjà quand même pas mal réduit ce potentiel-là. Alors, revenons-en à nos questions de packs. On va avoir deux grands types de packs, des packs géothermiques et des packs aérothermiques. Je propose qu'on commence par la géothermie, donc notamment l'encart en haut à gauche de ma présentation. Ici, on a une géothermie sur sonde. Donc, on imagine un bâtiment de bureau. On voit qu'ici, il est chauffé avec un plancher chauffant. On n'a plus accès à l'écran. Ah bon? On vous voit plus que vous. Il n'y a plus de documents de partager. Eh ben, on va recommencer. Ça marche pour moi. Ouais, Moi, je le voyais bien aussi. On voyait bien aussi. Ok, est-ce que c'est retrouvé? Oui, c'est tout bon. Ok. C'est tout bon aussi, merci. Super. On en revient du coup à donc, l'encart en haut à gauche, géothermie sur sonde. On a donc des sondes dans le sol, des sondes qui font quand même entre 100 et 150 mètres de profondeur. Donc, ça demande des forages d'une certaine importance. Et on va avoir plusieurs sondes qui vont être régulièrement espacées au sein desquelles va circuler un fluide. Et ce fluide, en descendant dans les sondes, puis en remontant, il va absorber la chaleur du sol, donc à 6, 8 ou 10 degrés. Et cette chaleur, elle va être transférée via la pompe à chaleur sur le réseau de distribution hydraulique du bâtiment. Donc c'est quand même, on le voit ici, des investissements qui sont importants parce qu'il faut des forages, parfois nombreux, si le bâtiment a de fortes consommations énergétiques. Je n'ai pas présenté parce que peut-être que sur certains bâtiments individuels, on a de la géothermie de surface où on fait circuler, on va dire, des serpentins dans le sol enterrés à 1 mètre. Ça peut fonctionner sur des bâtiments particuliers, des maisons individuelles, mais ça va être compliqué sur des bâtiments collectifs parce qu'il faudrait de trop grandes surfaces. Donc c'est pour ça qu'on privilégie dans ces cas-là la géothermie sur sonde ou la géothermie sur nappe, c'est l'encart en bas à gauche, où on se sert de l'eau qui est dans la nappe phréatique. Donc ça va être des solutions qui vont être plus possibles en plaine ou le long de rivières ou de fleuves, qui vont être plus complexes sur des terrains de montagne potentiellement pentus, sur lesquels la nappe est soit inexistante, soit beaucoup plus profonde. Même principe, on va dans ce cas-là avoir simplement 2 forages. Un forage ici où on va prélever l'eau de la nappe. La nappe, qui a à peu près la même température que le sol. On peut repartir sur une hypothèse de 8 degrés. Et on va utiliser cette chaleur-là au sein de la pompe à chaleur pour produire de la chaleur sur le bâtiment. Et puis ensuite, on va rejeter l'eau qui a été prélevée un peu plus loin dans la nappe phréatique. Donc deux techniques qui fonctionnent très bien et qui ont de très bonnes performances parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a ici une source d'énergie, que ce soit le sol sur la géothermie sur sonde ou que ce soit la nappe sur la géothermie sur nappe, qui a une température qui est stable. Même si vous êtes le 15 janvier et qu'il fait -10 dehors, le sol à 150 mètres, il est toujours à une température stable et de même que la nappe. Deuxième grande famille de pompes à chaleur, les pompes à chaleur aérothermiques. Ça, vous en voyez quand même beaucoup plus fréquemment, notamment dans l'habitat individuel, ces blocs extérieurs ici où on voit un ventilateur notamment en façade notamment, et qui, là, le principe, il y en a 2 types de pompes à chaleur, les aérothermiques, les pompes à chaleur
RO et les pompes à chaleur RR. Alors, de quoi on parle? Une pompe à chaleur RO, on va prélever la chaleur sur l'air extérieur. Donc, c'est ici, hein, ce bloc extérieur avec son ventilateur. Il va faire circuler de l'air extérieur et récupérer les calories qui y sont contenues pour, à travers à nouveau la machine, la pompe à chaleur, transférer cette énergie sur le réseau de distribution hydraulique, donc les radiateurs ou le ballon d'eau chaude. On voit ici qu'on est beaucoup plus dépendant de la température extérieure. Je reprends mon exemple à Courchevel le 15 janvier où il fait moins 10 degrés extérieur. Ici, on a plus de mal à récupérer de la chaleur sur de l'air à moins 10 degrés que dans un cas où on est sur de la géothermie sur sonde où on récupère de la chaleur à la température du sol, 8 degrés par exemple. Deuxième option, des pompes à chaleur aérothermiques, des pompes à chaleur RR. Donc là, on récupère l'énergie sur l'air extérieur avec à nouveau le même bloc extérieur et on le transfère directement sur l'air intérieur du bâtiment. C'est des cas où il n'y a pas de réseau de distribution hydraulique. C'est un petit peu comme une climatisation à l'envers. Souvent d'ailleurs, c'est des clims qui sont réversibles. Vous pouvez produire du froid l'été et du chaud l'hiver. Ça peut être intéressant. On est par contre à nouveau soumis aux mêmes difficultés, l'impact de la température extérieure qui peut être très froide en hiver. Et en termes de confort, c'est pas toujours évident d'avoir un confort adéquat quand on va uniquement chauffer l'air intérieur du bâtiment. Cet air, il va vite se stratifier, donc monter au plafond et pas forcément chauffer les espaces en dessous et vous ne chauffez pas les murs. Donc vous pouvez être soumis à des effets de parois froides qui vont générer de l'inconfort. Alors à chaque fois, depuis les deux diapos précédentes, je vous dis, on a des bonnes performances, des mauvaises performances sur ces pompes à chaleur. Il y a un paramètre qui permet de mesurer ces performances. Ça s'appelle le COP, le coefficient de performance. Vous en avez déjà peut-être entendu parler si vous avez fait appel à nous pour étudier certains de vos projets communaux. Globalement, le COP, c'est le rapport entre l'énergie thermique fournie au bâtiment et l'énergie électrique consommée pour faire fonctionner la PAC. Cette phrase, elle n'est pas forcément très intelligible. C'est pour ça que je vous ai fait un schéma extrêmement simplifié, ici en haut à gauche de mon écran. On a au centre ce rectangle bleu qui est la pompe à chaleur, donc la machine qui va permettre de convertir la chaleur basse température que vous prélevez dans l'environnement, l'air ou le sol, et la transférer sur le réseau de chaleur du bâtiment. Donc, une PAC, là, dans ce cas-là, ma PAC, elle a un COP de 3. Ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité consommée, pour la faire fonctionner, elle a pu permettre de prélever 2 kWh de chaleur dans le sol. Et donc, 1 plus 2, ça fait 3. Et on relargue 3 kWh de chaleur fournie dans le bâtiment. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais globalement, ça fonctionne à peu près de cette manière-là. Donc là, vous avez payé 1 kWh d'électricité et vous avez apporté à votre bâtiment 3 kWh de chaleur. Donc là, on peut se dire, c'est extrêmement intéressant. On en paye 1, on en gagne 3. Oui, c'est intéressant. Après, il y a une question également économique qu'il faut se poser parce que le kilowattheure électrique, il n'a pas forcément le même coût que le kilowattheure gaz ou granulé si vous aviez choisi une autre option. On voit ici sur le tableau que j'ai mis juste en dessous l'impact du coefficient de performance entre la géothermie, l'aérothermie et en fonction du type d'émetteur. On va prendre un cas par exemple, vous mettez en place une PAC RO, là c'est là où j'ai le curseur de ma souris, et vous avez un plancher chauffant. Vous avez un COP de 2,5 à 3. On va se dire, ça peut peut-être bien marcher. Par contre, vous avez des radiateurs. Là, les radiateurs, c'est une source un peu plus chaude que le plancher chauffant. Donc, on dégrade le COP. Donc là, on n'a plus qu'un COP de 2. Donc là, pour chaque kilowattheure électrique payé, vous en relarguez 2 dans le bâtiment. Ça devient déjà peut-être un petit peu moins intéressant. Maintenant, on prend la géothermie. Je vais prendre une géothermie sur sonde avec un plancher chauffant. On a des COP de 3,5 à 4,5. Ça veut dire que pour chaque kilowattheure électrique payé, vous allez apporter à votre bâtiment 3,5 à 4,5 kWh de chaleur. Donc là, on commence à avoir vraiment des systèmes qui ont de très bonnes performances et qui vont vous permettre de maîtriser de manière beaucoup plus aboutie vos factures énergétiques. En termes de prix, je pense que vous y attendez. La géothermie est
est plus cher que l'aérothermie, c'est notamment lié au fait qu'il faut faire des forages pour faire passer les sondes quand on est sur de la géothermie sur sonde ou pour mettre en place les puits qui vont venir prélever l'eau sur la nappe phréatique. Avantages, inconvénients et points de vigilance. Alors, il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients, beaucoup d'avantages sur l'aspect pompe à chaleur. On ne les a pas listés. Peut-être le plus par rapport à d'autres sources d'énergie, c'est qu'elle peut apporter également une solution de rafraîchissement. Une pompe à chaleur, notamment si elle est mise avec des ventiloconvecteurs, elle peut apporter en été une solution de rafraîchissement. Ça ne va pas être une climatisation, mais ça peut améliorer un petit peu le confort thermique de certains bâtiments. Un point de vigilance très important, c'est qu'il y a souvent une différence entre le coefficient de performance qui est annoncé par le constructeur et donc qui est mentionné sur la fiche technique du matériel que vous achetez et le COP que vous allez vraiment mesurer dans le cadre de votre bâtiment. Pourquoi? Tout simplement parce que le constructeur, il mesure ses performances, ce coefficient de performance dans des conditions standards, à 7 degrés et sur un plancher chauffant à 35 degrés. Donc on a forcément un COP qui va être bon. Vous prenez la même machine, mais vous la mettez dans d'autres conditions de fonctionnement, avec de l'air extérieur à moins 10 et un réseau de radiateur à 70 degrés, vous allez avoir un coefficient de performance qui va être bien dégradé par rapport à ce que vous vous attendiez. Donc il y a vraiment ce point de vigilance à avoir et du coup qui nécessite une étude quand même un petit peu approfondie des avantages et inconvénients que peut avoir la PAC sur votre bâtiment. Attention également au bruit, notamment pour l'aérothermie où il y a le ventilateur qui tourne et qui, s'il est placé trop près du voisinage, peut éventuellement causer des désagréments. Quelques points de vigilance. Le premier, plus on va diminuer la température du système d'émission, donc de vos radiateurs ou de vos planchers chauffants, plus on va avoir de bonnes performances. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous invite à envisager la rénovation énergétique des bâtiments en même temps que ce choix de l'énergie pour maîtriser au maximum les consommations. Optimiser la source froide, ça c'est ce que j'ai déjà expliqué. On va préférer une source de chaleur stable, le sol par exemple, au lieu d'une nappe par rapport à l'air. Et en dernier lieu, on vous alerte souvent sur une nécessité d'avoir un bon dimensionnement de la pompe à chaleur. Dans le passé, souvent, vous mettiez en place une chaudière fuel ou une chaudière gaz. Les chaudières étaient largement surdimensionnées parce que le bureau d'études comme l'installateur prenait chacun une marge et du coup, on avait un petit peu un surdimensionnement des installations. Quand je dis une marge, ce n'est pas une marge économique, c'est une marge de puissance pour être sûr que la commune ne va pas les appeler en disant qu'il n'y a pas de chauffage dans l'école parce qu'il fait trop froid dehors. Maintenant, quand on a une pompe à chaleur, on va essayer de ne pas avoir des installations qui soient surdimensionnées. Sinon, elles vont se mettre en route de manière trop régulière. La pompe à chaleur, elle se met en route. Comme elle est trop puissante par rapport au bâtiment, elle atteint sa température de consigne et elle s'arrête. Et elle va faire comme ça des cycles répétés, ce qui est assez mauvais pour sa durée de vie. Donc, on va vraiment essayer d'avoir une pompe à chaleur qui est vraiment adaptée aux besoins du bâtiment. J'ai mis cette diapo-là, couplée géothermie ou aérothermie et photovoltaïque. Est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi? Parce que on va souvent dans des communes sur lesquelles il y a du chauffage, par exemple électrique, ou du chauffage fuel, et sur laquelle la commune se dit, moi, je vais mettre en place une pompe à chaleur, et puis je pourrais couvrir les consommations avec du photovoltaïque. Ça paraît une bonne idée, ça peut être une bonne idée, mais c'est pas tout à fait si simple. Pourquoi? Je vous ai mis l'exemple ici, c'est un cas réel, hein. C'est une école qui est chauffée avec une pompe à chaleur RO. Donc on a ici en rouge là sur le graphique les consommations de cette école, les consommations électriques, hein, puisque c'est la pompe à chaleur RO qui fait le chauffage. Donc on voit qu'on a de fortes consommations en hiver, en été de beaucoup plus faibles consommations, puisque l'été, il n'y a pas de chauffage, on a juste de l'électricité spécifique, l'éclairage, la photocopieuse, donc des consommations résiduelles. Et à nouveau, l'hiver, l'électricité qui est appelée pour faire fonctionner la PAC. Là, le projet, c'était de mettre en place une installation photovoltaïque de 36 kW. 36 kW, c'est 180 à 200 mètres carrés de modules sur le toit.
Donc, on avait une consommation électrique annuelle de 80 MWh avec cette pompe à chaleur et une production annuelle photovoltaïque de 42 MWh. Donc là, quand on regarde ces chiffres, on se dit, bah, super, 42 MWh d'électricité, ils vont être tous absorbés puisqu'on a plus de consommation de chauffage. Donc, parfait, on va mettre en place une installation photovoltaïque et on va couvrir une grande partie de nos consommations électriques. En fait, ce n'est pas si simple parce qu'on voit bien que l'installation photovoltaïque, elle produit majoritairement en été. Là, c'est toute la courbe jaune. En été, il n'y a pas de besoin ou très peu de besoin électrique puisque la pompe à chaleur, elle ne tourne pas. Donc, finalement, toute cette énergie-là, jaune, elle n'est pas autoconsommée. Elle est injectée sur le réseau. Inversement, en hiver, c'est là où on a le plus de besoins électriques, puisque c'est là que la pompe à chaleur elle a besoin de travailler, et malheureusement, c'est là où on produit le moins en photovoltaïque. Donc, sur ce bâtiment-là, finalement, on avait un taux d'autoconsommation de 35%. Ça veut dire que 35% de la production photovoltaïque était consommée sur le bâtiment et un taux d'autoproduction de 20%. Ça veut dire que le photovoltaïque permettait de fournir uniquement 20% des consommations électriques totales du bâtiment. Ça, c'est surtout pas pour dire qu'il ne faut pas mettre du photovoltaïque sur vos bâtiments si vous avez des pompes à chaleur, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a une réflexion qui est un tout petit peu plus globale à avoir, avec des calculs un peu plus poussés, et qu'il faut du coup vraiment mener cette réflexion au cas par cas sur la base de vos bâtiments et de leurs consos qui sont propres, et de faire le bon choix de valorisation du courant photovoltaïque. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de le mettre en autoconsommation? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à le mettre en vente totale? En tout cas, nous, on est là pour vous accompagner dans ces réflexions-là. Juste avant de passer aux questions, je vous propose de passer à un retour d'expérience. C'est la commune de Lépin-le-Lac qui a mis en place une installation géothermique l'année dernière sur sa mairie. Et je vais laisser la parole à M. Groslier, le maire, qui va nous faire le plaisir d'être avec nous et de nous présenter ce retour d'expérience. Eh bien, bonsoir. Donc, à mon arrivée au démarrage de mandat, j'ai trouvé dans les dossiers une étude qui avait été faite par l'ASDER sur le bâtiment Mairie-Poste. Le mandat municipal précédent avait projeté de rénover entièrement le bâtiment sur les 2 niveaux que vous apercevez sur la photo. Bon, c'était pas très bien réfléchi, c'était un investissement qui était totalement démesuré par rapport aux capacités de la commune. Donc, j'ai tronçonné ça en plusieurs tranches. Et compte tenu de la vétusté de la chaudière, on a commencé par ce sujet-là. Donc l'étude de l'ASDER était très bien détaillée et envisageait plusieurs scénarios. Le scénario le plus cher en investissement, c'était la pompe à chaleur par géothermie, mais c'est celui qui présentait le meilleur rendement. Et compte tenu des sols autour du bâtiment mairie, c'est ce qui semblait le plus adapté. Donc le conseil municipal a validé ce choix-là. Je suis parti en chasse de trouver des entreprises capables de le faire. J'ai contacté 5 ou 6 entreprises, 3 ont répondu, dont un n'était pas capable d'installer, puisque c'est un fabricant, pardon, d'installation qui s'appelle Weishaupt, excusez-moi mon accent. Donc eux, ils fabriquent des machines, des pompes à chaleur, donc ils font un devis, non pas d'installation, mais un devis de fourniture de machines. Et ça m'a permis de comparer avec une autre entreprise qui proposait, elle, la fourniture et l'installation. Mais sur ces deux-là, je n'avais pas la solution forage. Et ensuite, j'ai la chance sur le territoire du secteur d'Aiguebelette d'avoir une entreprise qui s'appelle Alpac, qui est basée sur une des communes, à Novalaise, qui, lui, a proposé une solution clé en main, ce qui évitait de passer par une assistance à maîtrise d'ouvrage d'une part, parce que c'est lui qui l'a fait, et il est venu avec un devis et un devis complet et un prestataire de forage. Donc j'ai choisi cette solution-là. Donc ça s'est conduit très rapidement, parce que l'installation s'est faite sur une quinzaine de jours au printemps 2021, et le forage a pris un peu plus d'une semaine.
ça s'est pas fait en même temps. Ils ont d'abord fait le démontage de la chaudière fuel, l'installation de la PAC, puis ensuite le forage et ensuite les raccordements. Donc, on va dire que l'ensemble du chantier s'est étalé sur environ 1 mois. L'installation, le bâtiment est un bâtiment qui est assez ancien, il date de 1964, donc c'est de la maçonnerie traditionnelle, pas bien isolé du tout. C'était un système de chauffage central, donc tout ce qui est tuyauterie et radiateurs ont été conservés, tout le système a bien entendu été purgé. Ce qui était le plus difficile dans cette affaire, c'est d'obtenir le triphasé par Enedis. Voilà, il a fallu 5 mois, avec beaucoup de complications dans la relation avec eux, et ils promettaient même une intervention en 9 mois au départ, donc il a fallu beaucoup de fâcheries avec eux pour aboutir à une livraison d'électricité tout juste avant l'hiver, c'est-à-dire fin octobre 2021. C'est un forage profond, il fait 100 mètres. Il n'y a pas eu de complications particulières parce que les tests de sol étaient encourageants. Il n'y avait pas de risque de tomber sur de la roche. Hein. On est au niveau du lac, donc c'est plutôt de la marne, du limon, des choses comme ça. Je ne suis pas capable de vous donner un rendement parce que beaucoup de paramètres ont changé. J'ai commencé par la chaudière. Ensuite, j'ai fait les vitrages de tout le niveau mairie, parce qu'on était en vitrage simple. Donc, c'était une catastrophe économique. Et pratiquement en même temps, nous avons créé 2 appartements à l'étage, alors que l'étage était un espace vide. Donc, je ne peux pas comparer. Je ne suis pas capable de fournir une étude de consommation qui soit réaliste, en fait. Il y a trop de paramètres ont changé. D'autant que pendant l'hiver 2021, les 4 premiers mois de 2022, pardon, le dernier étage était en travaux, donc c'était ouvert aux 4 vents pour réaliser des travaux d'appartement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez les coûts à l'affichage, là. Il faut rajouter, j'ai eu environ 1 500 € d'électricité, de raccordement, de tableautin, de raccordement pour faire le raccordement de la machine au réseau triphasé. Et également 2 000 € avec Enedis pour l'installation, triphasé et tirage de différents câbles. Donc ça fait un budget en tout d'environ 55 000 €. Bon, le financement, il est à l'écran, 20 000 régions, 11 000 États, pas plus. La solution clé en main, le prestataire installateur qui vient avec son foreur, ça a super bien fonctionné parce qu'ils se connaissent. C'est eux qui ont géré le planning. Et pour moi, ça a vraiment été une grande facilité. Ok, super. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce qu'on a des questions sur cette phase géothermique, que ce soit l'aspect théorique ou que ce soit l'aspect pratique, hein, sur le retour d'expérience de la mairie de Lépin-le-Lac? Hugo, Voilà. c'est Ouais. Nathalie. Oui. Je voudrais juste apporter un petit complément à une remarque là, par rapport au forage et au type de sol. Effectivement, à l'Épin, il a été précisé que c'était un sol qui était assez facile à forer, mais je ne voudrais pas que ça puisse inquiéter. Les foreurs savent très bien forer dans la roche, et même c'est des forages qui sont pour eux assez faciles parce que du coup, le sol a une bonne tenue et ils n'ont pas à faire de confortement de sol ou de choses comme ça pendant le forage. Donc, on peut vraiment réaliser des forages dans quasi tous les types de sols sur nos territoires. Voilà. Merci pour cette précision, Nathalie. Et du coup, Hugo, oui, on a des questions, une question un peu plus globale sur la durée de vie de ces différents systèmes de chauffage.
que ce soit le solaire thermique ou les PAC, par exemple? Tu veux répondre, Nathalie Oui, je peux essayer de répondre. Alors, sur les PAC, le point sensible, c'est le compresseur. Alors, le compresseur, des fois, on dit 10, 15 ans. Aujourd'hui, les fabricants de PAC, ils tiennent le discours suivant. La durée de vie de leur installation, c'est la même que celle d'une chaudière. Si vous installez aujourd'hui une chaudière, voilà, c'est plutôt 20, 25 ans pour la partie machine. Et pour la partie forage, quand on a des forages sur sonde, là, il n'y a pas d'éléments mécaniques, pas d'éléments en mouvement, etc. Donc ça va durer vraiment plus longtemps. C'est plutôt la durée de vie du bâtiment qui est considérée pour les forages. Pour les forages sur nappe, il y a plus de choses puisqu'il y a la pompe pour aller chercher l'eau. Donc un entretien qui est un peu plus important. Et bon, peut-être du coup là aussi un peu de renouvellement de matériel sur toute la durée de vie de l'installation, mais qui est compensé par rapport au forage sur sonde par un coût d'investissement un peu moins important. Pour la partie solaire, et je crois qu'il y avait aussi des questions sur le chauffage solaire, sur la durée de vie, c'était le même type de questions. Les panneaux solaires, s'ils sont bien dimensionnés, qu'on n'a pas de problème de surchauffe, leur durée de vie, c'est également une vingtaine d'années. Ok. Avant de passer à la seconde question, juste une petite précision du maire de l'Épin-le-Lac qui a oublié de préciser que, mais c'est affiché à l'écran, qui consommait 3000 litres de fuel pour chauffer les 135 mètres carrés de la mairie. Après, j'ai une autre question, mais qui concerne un peu plus le photovoltaïque. Donc, je ne sais pas si tu veux quand même y répondre, Hugo. Vas-y. Ça concerne voilà, un peu plus le photovoltaïque sur le problème d'autoconsommation avec revente du surplus et des questions sur les coupes, s'il y a des coupes d'électricité sur le réseau, ainsi qu'un signe de batterie. Question peut-être que je peux y répondre sur le chat parce que c'est peut-être un peu hors chauffage, ça. Très bonne Du idée. coup, je me ferai un plaisir de répondre sur le chat. Et dans le même esprit, j'ai une question qui demande si c'est intéressant une PAC RR avec des panneaux photovoltaïques s'il y a un système de climatisation en été, donc s'il y a aussi des consommations en été. Disons que plus vous allez avoir de consommation en été, plus vous allez pouvoir autoconsommer. Après, il ne faut pas forcément se dire que l'objectif, c'est d'augmenter les consommations en été pour rendre un investissement photovoltaïque rentable. Il faut plutôt se dire, on va essayer de diminuer au maximum les consommations de notre bâtiment, en été comme en hiver. Donc en été, on peut avoir pas mal de travail sur l'enveloppe du bâtiment, des protections solaires extérieures, etc., pour limiter les apports solaires. Vraiment, s'il y a besoin d'une climatisation, à ce moment-là, effectivement, là, on est très bien phasé avec le photovoltaïque. Mais je pense que le choix du système de chauffage, il doit quand même être le plus performant pour l'hiver. C'est quand même un système de chauffage et pas quelque part, la pompe à chaleur RR, c'est le moins performant de tous les systèmes qu'on va voir ce soir. Donc, c'est peut-être pas celui qu'on peut recommander, sauf cas particulier et bâtiments particuliers qui pourraient bien s'y prêter. On peut enchaîner sur une nouvelle source d'énergie, le bois énergie. Alors, j'ai toujours mon micro qui est ouvert, donc je vais pouvoir reprendre. Sur le bois énergie, on va faire un petit bilan sur la ressource parce que c'est toujours une interrogation bien légitime. C'est la petite image qu'on vous a mise, c'est une image à l'échelle française qui nous dit que le capital forestier français, il croît chaque année d'une certaine quantité. Et si on regarde les prélèvements qui sont faits sur la forêt, globalement, ils représentent la moitié de ce prélèvement. Ça veut dire que le capital forestier, il est en croissance depuis de nombreuses années sur nos territoires. Le deuxième point important, c'est que le bilan carbone du bois énergie, il est considéré au niveau du cycle de la croissance du bois dont on vient de parler, dans le cadre d'une gestion durable de la forêt.
le carbone qui est relargué au moment de la combustion sous forme de CO2, eh ben, c'est celui qui avait été piégé au moment de la photosynthèse pour produire la biomasse. Donc, c'est un carbone c'est un cycle qui globalement est considéré comme neutre, contrairement à celui qui est relargué par la combustion du gaz ou du fioul, qui lui est un carbone fossile qui était piégé il y a des millions d'années et qui ne sera pas repiégé à nouveau. Vous pouvez voir le petit graphique à bâton qui est en dessous, au milieu de l'image, voilà, qui nous donne un contenu CO2 du bois énergie de l'ordre de 13 grammes par kilowattheure. C'est avec le soleil qui, lui, est à zéro, le taux le plus bas. Et puis, le dernier graphique tout à droite vous compare pour différents types d'appareils, donc les poêles anciens, des poêles plus récents et puis des chaufferies automatiques, le niveau d'émission à la fois en monoxyde de carbone et en poussière. Alors pourquoi ces deux polluants? Eh bien parce qu'ils ont souvent fait l'objet de critiques vis-à-vis du bois énergie, et ces critiques, elles s'adressent surtout aux appareils de chauffage individuels et anciens. Donc voilà, un poêle ancien, un foyer ouvert, et on voit que ces niveaux d'émissions, ils sont très fortement réduits avec des appareils modernes, et ils sont encore plus réduits avec tous les appareils qui sont automatiques, et notamment les chaudières, qu'elles soient granulées ou à bois déchiqueté, dont on parle pour vos bâtiments. Côté bois énergie, pour du chauffage automatique, deux types de combustibles. Les granulés, qui sont le combustible le plus adapté on va dire, aux installations de petite et moyenne puissance. Alors, on a mis un ordre de grandeur jusqu'à 500 kW, voilà, entre 300 et 500 kW. C'est un petit peu un seuil qui peut être un seuil de bascule et de choix avec d'autres combustibles. Les granulés ont la particularité notamment de permettre une livraison par soufflage très répandue, ce qui simplifie pas mal les installations. Et puis l'autre grande famille de combustibles en bois automatique, c'est le bois déchiqueté. On parle souvent de plaquettes forestières quand c'est directement du bois issu de la forêt. Ces plaquettes, elles sont plutôt livrées par bénage, donc ce qui nécessite des installations un petit peu plus complexes, par exemple un silo enterré ou un silo rempli à partir d'une trémie et de vis de remplissage. C'est pourquoi on a en général des chaudières de taille un peu plus importante pour amortir ces installations. Si on refait le point sur les atouts du bois énergie, alors c'est une ressource qu'on trouve à l'échelle locale. Alors ça peut être l'échelle de votre projet, mais c'est souvent l'échelle du département ou des départements voisins. Voilà, ça reste quand même une proximité bien plus importante que celle du fioul ou du gaz. C'est une ressource renouvelable, on l'a vu dans le cadre de la gestion durable des forêts, avec un contenu CO2 très faible, le plus faible après le solaire thermique. Des émissions de poussière qui aujourd'hui sont très réduites avec les chaudières automatiques, et encore plus sur les plus grosses installations avec des systèmes de filtration additionnels. Si on veut comparer granulé et bois déchiqueté, on peut dire par exemple que le granulé a une meilleure densité thermique, ce qui fait qu'on aura besoin de silos de taille un peu plus réduite. Et au contraire, le bois déchiqueté, lui, nécessite en amont moins de transformation, donc moins d'énergie pour être préparé. Dans tous les cas, il faudra tout de même trouver un emplacement pour accueillir le silo et une façon de le remplir de façon adaptée à votre projet. Des fois, ça peut être une des difficultés dans le cadre de projets de rénovation. Et un petit point de vigilance, un premier point de vigilance sur l'entretien et la maintenance, qui sont des opérations qu'il ne faut pas négliger pour avoir un bon fonctionnement et une bonne durée de vie des installations. Donc, globalement, les points de vigilance sur ces projets sont autour de la conception du silo et de la chaufferie, aussi bien pour le fonctionnement que pour la maintenance. Il s'agit de pouvoir vider les cendres, par exemple, facilement, ouvrir les tubulures pour les nettoyer, etc. L'adaptation, du couple combustible-chaudière, chaque fabricant de chaudière donne des préconisations. Elle dit « ma chaudière, elle fonctionne bien avec
tel combustible en termes de granulométrie, en termes d'humidité. C'est vraiment très important de respecter ces préconisations. Ça peut aller de pair avec un contrat d'approvisionnement qu'on vous conseille de prendre, aussi bien en granulé qu'en bois déchiqueté avec vos fournisseurs. Vous, ça vous sécurise. Et puis, le producteur de combustible, eh ben, lui aussi, ça lui donne de la visibilité pour savoir ce qu'il aura à produire pour l'hiver prochain. Les filières de combustible, elles se sont aussi professionnalisées avec des certifications de qualité. C'est important d'aller vers ces filières-là pour avoir le meilleur combustible possible. Je vous fais juste un petit retour sur l'exemple d'une mairie qui s'est équipée lors de sa rénovation d'une petite chaudière granulée, une chaudière d'une 50aine de kilowatts, pour vous montrer les éléments qu'on peut vous fournir quand on réalise pour vous des analyses d'opportunité, voilà, pour vous aider à choisir quelle énergie pour votre projet. C'est un comparatif entre la solution propane, qui était la solution de référence, parce qu'à Saint-Ouen, il n'y a pas le gaz de ville. Donc, comme on ne voulait pas remettre du fioul, il était possible de choisir une chaufferie propane, ou la chaudière granulée qui a été installée. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'analyse? Quand on est en chaufferie granulée, une grande partie des dépenses liées au fonctionnement de l'installation sont des dépenses qui sont, on dit qu'elles restent sur le territoire, c'est-à-dire que le coût d'achat des combustibles et les coûts d'entretien-maintenance, eh bien, ça participe à alimenter l'économie du territoire. Ça ne repart pas à l'extérieur, comme dans le cas du propane, où là, il y a vraiment une très faible partie des dépenses qui sont pour votre économie locale. Le second graphique qu'on propose aussi, c'est voilà, quelles sont les émissions de CO2 qui sont évitées. Voilà, sur un projet d'une chaudière d'une 50aine de kilowatts, c'est près de 140 tonnes de CO2 qui ne seront pas émises grâce au choix du granulé. Je vais laisser la parole à Monsieur Benetti, qui est le maire de Coise et qui va nous présenter le projet qui a été réalisé sur la mairie. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous, c'est un cas assez simple, hein. On a un bâtiment de 1200 mètres carrés qui compose la mairie, une salle polyvalente, une agence postale, un appartement et d'autres locaux. On était chauffé au gaz propane et commençait à être bien fatigué, avec une consommation annuelle de 153 mégawattheures de propane. Voilà. Donc en 2016, il a fallu qu'on prenne une décision. Et là, on a eu trois possibilités. Soit on faisait réparer notre chaudière, soit on la changeait à l'identique, ce que préconisait et ce que nous poussait à faire notre fournisseur de gaz, hein, notamment avec des offres financières. Et la troisième solution, c'était de trouver un autre mode de chauffage. Donc, on avait un projet d'étude de l'ASDER qui datait de 2014, avec différents scénarios. Et donc, en 2017, j'avais fait faire une étude de faisabilité par le bureau d'études Indigo pour savoir un peu plus les choix et les pertinences de choix qu'on avait. À la suite de ça, on s'est dirigé vers un choix 100% renouvelable. Donc, on a mis en place une chaudière à granulés de 110 kW en lieu et place de la chaudière gaz, avec la création d'un silo extérieur pour le stockage des granules. En conteneur préfabriqué, et on a une capacité de 11 tonnes. Avec ça, on produit uniquement du chauffage. Voilà. Donc, à l'époque, j'avais fait le suivi des travaux, moi, et les travaux avaient été réalisés par l'entreprise Gaïa Énergie. On avait anticipé, en préparant nous-mêmes, on avait fait en régie les fondations pour supporter le silo. Donc, en tout, le chantier a duré à peu près 2 mois, hein, jusqu'à la création des fondations, jusqu'au raccordement final. On avait tout préparé en amont, ce qui nous a permis de faire une coupure de chauffage de 2 jours. On avait fait ça au mois de novembre.
Ça s'est très bien passé avec l'entreprise Gaïa. Hein. On a bien travaillé ensemble. Donc voilà. Après la maintenance, on a un contrat d'entretien annuel qui comprend l'entretien de notre chaufferie, plus 2 CTA, une centrale de traitement d'air. Hein. Pour 2 visites par an, ça nous coûte 1 382 €. On vide le cendrier de la chaudière à peu près 1 fois par mois. Et dans l'absolu, je pense que si on ne le vidait pas, les 11 tonnes du silo rempliraient juste le cendrier de la chaudière. Donc on arrive à transformer 11 tonnes de granulés à peu près en 40 kg de cendre. Voilà. Ça nous a permis d'avoir une facture de combustible divisée par 2 hein, par rapport au propane. Au départ, donc en 2018, on le payait à peu près 274. Au fil du temps, il est monté à 350 en début d'année. Et là, ce matin, j'ai passé un petit coup de téléphone à mon fournisseur qui m'annonce 600 € la tonne. En 2021, on a raccordé une salle des associations qui fait à peu près 250 mètres carrés par un réseau de chaleur. On avait anticipé cette construction, donc à l'époque, on avait un peu surdimensionné ou dimensionné la chaudière pour pouvoir chauffer les 1200 mètres carrés plus les 250 mètres carrés à venir. Voilà. En ce qui concerne les coûts, ça nous a coûté 77 000 € hors taxes tout compris, avec à peu près 600 € d'études, 1 200 € pour l'évacuation le démontage et l'évacuation de l'ancienne chaudière. Tout ce qui est chaudière et périphérique, donc 30 000 €. Le conteneur préfabriqué, à peu près 25 000 €. Tout ce qui est conduite fumée à remettre aux normes, à peu près 2 500 €. Les modifications de la chaufferie, à peu près 10 000 €. Tout ce qui est câblage, régulation, tout ça, à peu près 3 500 €. On a dû remettre aux normes notre local chaufferie, parce que comme on changeait de source de chaleur, il fallait le remettre aux normes. Donc, on a fait un flocage au plafond. C'était des mises aux normes pour les normes coupe-feu. Voilà. Voilà ce qui concerne les coûts. On a bénéficié de subventions, un appel à projet bois énergie de la région de 32 000 € et aussi un fonds départemental de 30 000 €. Les difficultés, actuellement, ce qui est le plus difficile, c'est gérer le stock, bien anticiper les commandes, pour ne pas commander trop tôt et commander des petites quantités. Donc, on attend un maximum pour avoir des grosses quantités et avoir des prix plus attractifs, mais sans trop attendre pour se retrouver avec un silo vide. Voilà. Et je peux dire que ça marche très bien. On est très bien, on est très content de cette solution. Eh ben, super, merci pour ce retour. Peut-être qu'il y aura des questions sur votre projet un tout petit peu plus tard. On va encore passer 2 diapos puisque vous avez ouvert cette question du réseau de chaleur. Nathalie, si tu veux nous en dire 2 mots. Oui, bien sûr. Alors, on a travaillé pour le moment à l'échelle de bâtiments, mais il peut arriver dans vos réflexions qu'on est autour du bâtiment qui fait l'objet de travaux, par exemple, d'autres bâtiments communaux ou des bâtiments de logement notamment, qui sont d'autres consommateurs de chaleur. Et c'est alors le moment de se poser la question de la densité thermique que représente l'ensemble de ces bâtiments pour voir s'il serait opportun de les regrouper afin de mutualiser une production de chaleur unique. Un autre moment dans vos travaux qui peut vous amener à cette réflexion, c'est si vous avez des travaux de voirie importants et donc des réseaux qui pourraient être enfouis à l'occasion de ces travaux afin d'éviter d'avoir à réouvrir les voiries ultérieurement. On se pose la question forcément du changement d'énergie quand des équipements arrivent en fin de vie. C'était le cas à Coise, hein, on l'a bien vu, même si là, ça n'a pas conduit à un projet de réseau de chaleur. C'est aussi un moment un peu stratégique.
Vous pouvez avoir aussi en tant qu'élu envie de vous réapproprier le sujet de l'énergie. Voilà, c'est une façon de produire localement, comme on l'a vu, de la chaleur pour ses propres bâtiments et éventuellement d'autres bâtiments dans un périmètre resserré. Et puis les réseaux de chaleur, c'est une opportunité pour mutualiser et développer la chaleur renouvelable. Ce qui ne peut pas être fait des fois à l'échelle de chaque bâtiment individuellement, on peut le faire plus facilement pour plusieurs bâtiments parce qu'on a des facilités après pour l'entretien, voilà, pour la mise en place des installations, en créant une chaufferie qui va alimenter ensuite tous les bâtiments. Voilà, je crois qu'on a terminé sur cette diapo. Hugo? Ouais, on peut prendre quelques questions. Je ne sais pas si, Maxime, on a eu des questions qui nous ont été posées à l'écrit. Ouais, concernant le bois, une question sur s'il y a une différence entre quand vous parlez de poussière et les particules fines. Non, donc du coup, les poussières dont on parle, ce sont bien les particules fines. Les particules fines, elles sont catégorisées en fonction de leur diamètre, hein. Il y a les PM10 et puis les PM2,5 qui sont vraiment les plus fines. Ces particules, elles font l'objet d'attention parce qu'en termes sanitaires, elles peuvent créer des risques pour la santé. Mais clairement, voilà, tous ces appareils de chaufferie automatique, s'ils sont bien utilisés et utilisés avec des combustibles de bonne qualité, ils ont des niveaux d'émissions qui aujourd'hui sont très satisfaisants. Super, merci. Et après, j'aurais une question aussi plutôt sur le... On est revenu un peu sur les packs pendant que vous parliez. Du coup, je ne sais pas si vous voulez prendre à la fin ou y répondre maintenant. On peut y aller. Ça marche. J'ai une question sur la surface disponible à avoir pour faire des forages autour d'un bâtiment. Donc après, peut-être aussi rappeler différents forages. Alors, ouais, on peut prendre un petit exemple. Un bâtiment de 300 mètres carrés environ, on va dire, avec un besoin en puissance de l'ordre de 25-30 kW. Ça va représenter peut-être 3 sondes. Les sondes en forage sur sonde, parce que là, on ne sait pas si on dispose d'une nappe, elles peuvent aller jusqu'à 200 mètres de profondeur dans le cadre de la réglementation de la géothermie de minime importance, qui est la géothermie de surface dont on parle ce soir. Et ces 3 sondes, eh bien, il va falloir qu'elles soient espacées entre elles d'une dizaine de mètres, voilà, pour permettre au sol de se recharger en énergie entre les périodes de chauffage. Mais en surface, ce sera complètement transparent. Donc, ces 3 sondes, elles peuvent être par exemple sur un parking. Et elles seront regroupées par un collecteur où il y aura une trappe d'accès, mais le reste du parking sera complètement utilisable. Elles peuvent être aussi dans un espace vert, par exemple, sans dommage pour l'espace vert. Donc voilà, c'est une surface qui n'est pas complètement perdue, la surface autour de ces sondes. Ok. Voilà. Peut-être une dernière question on est revenu sur le bois entre-temps. Par rapport au stockage des granulés, est-ce qu'il faut le prévoir à côté de la chaudière, forcément? Alors, on peut avoir une petite distance entre le silo et la chaudière parce que les granulés, ils seront aspirés par la chaudière en fond de silo vers un petit stockage tampon qui est adjoint à la chaudière. Et donc, ce transfert silo-chaudière qui se fait par aspiration et peut être de l'ordre de 15 à 20 mètres. Voilà, il peut y avoir également un étage. Vous pouvez avoir, par exemple, votre stockage en rez-de-chaussée, la chaufferie au sous-sol ou inversement. Donc, les granulés apportent un peu plus de souplesse sur cet aspect-là que le bois déchiqueté, où le transfert se fait par vis. Et du coup, même si on peut avoir des installations avec des géométries un peu compliquées, ça reste plus difficile si la chaufferie et le silo ne sont pas mitoyens, ce qui est possible en granulé et plus dur en bois déchiqueté. Ok, super. J'ai une dernière question, mais qui paraît un peu plus globale sur toutes les énergies. C'est une question aussi un peu complexe. Sur le temps de retour, est-ce que vous avez une idée du temps de retour hors subvention de ces différentes installations?
Moi, je dirais qu'il faut, je ne vais pas donner d'ordre de grandeur comme ça global, toutes les énergies. Il faut l'étudier projet par projet parce que ça va effectivement dépendre des hypothèses qu'on prendra sur les prix des énergies. Voilà. Et la complexité de l'installation. Un forage sur nappe, si la nappe elle est à une vingtaine de mètres, c'est beaucoup moins cher que des sondes. S'il y a besoin de beaucoup de sondes, eh ben, ça va coûter plus cher. S'il faut peu de sondes, finalement, peut-être que ce sera tout à fait compétitif avec du granulé. Enfin voilà, bâtiment par bâtiment et projet par projet, il faut rentrer un petit peu dans le détail. Ce qu'il y a de sûr, c'est comme l'a rappelé Hugo tout à l'heure, nous, on vous invite vraiment à réfléchir d'abord sur la réduction des besoins, tant d'un point de vue sobriété que d'un point de vue efficacité. Cette question, elle fait bien le lien avec la dernière partie du webinaire. Du coup, on vous en a présenté plusieurs, des énergies renouvelables. La question que vous posez, c'est laquelle choisir. On ne va pas forcément y répondre, mais on va vous donner quelques éléments adaptés à vos bâtiments. Alors, je vais essayer de vous présenter ce qu'on a essayé de faire là. L'idée, c'est d'avoir un petit peu en tête un arbre de décision en se disant quelles sont les énergies que j'ai à ma disposition pour mon projet. La première dont on peut parler, c'est les sources de chaleur fatales. On ne vous en a pas du tout parlé aujourd'hui parce que l'opportunité, elle est rare d'avoir à côté de soi une industrie ou un producteur de chaleur qui dit moi, je ne sais pas quoi faire de la chaleur que j'ai, qui est issue de mon process. Est-ce que vous en avez besoin pour vos bâtiments? Si tel est le cas, il faut vraiment se rapprocher de cette solution parce que sinon, cette chaleur-là, elle est perdue. Mais voilà, comme on l'a dit, c'est rarement le cas. Donc, ce qu'on peut étudier dans un deuxième temps, c'est la géothermie sur nappe ou sur sonde, en voyant si elle est adaptée aux besoins du bâtiment, parce que cette solution-là, elle est vraiment disponible dans beaucoup d'endroits également. Si c'est la géothermie, elle n'est pas accessible, alors on se tournera vers les solutions bois énergie, granulé ou bois déchiqueté, en regardant si les contraintes d'accès, notamment au bâtiment, permettent d'avoir recours à cette solution. On a mis un petit peu sur le côté la partie solaire thermique qu'on a mis en complément. Alors, parce qu'on l'a dit, c'est une solution qui ne va pas s'autosuffire et qui va venir compléter soit de la géothermie, soit du bois énergie. Le solaire thermique, il vous aidera, que ce soit pour vos besoins d'eau chaude ou de chauffage, mais il ne fera pas tout le travail tout seul. Donc voilà, une façon un petit peu d'aborder cette grille de décision. Pour terminer, on a voulu refaire le point sur des éléments clés pour bien réussir votre projet. Tout d'abord, rénover, on l'a dit plusieurs fois, mais rénover pour réduire les besoins de chauffage, limiter les risques de surchauffe en été. Ça, c'est vraiment important sur tous vos territoires pour atteindre les objectifs de type TEPOS ou PCAET. S'assurer de la disponibilité de la ressource et de son adéquation, qu'on soit en géothermie ou en bois énergie, ce n'est pas la peine d'aller vers une solution qui n'est pas bien adaptée localement, soit à votre territoire, soit à votre bâtiment. Donc, les études préalables, elles sont très importantes. Pour toutes les solutions renouvelables, ne pas surdimensionner les installations, ça vous coûterait trop cher en investissement et puis ça ne fonctionnerait vraiment pas très bien, ce qui serait dommage. La solution réseau de chaleur qui permet de mutualiser ces énergies renouvelables vers des copropriétés, vers des logements sociaux. Même si ça vous fait porter des projets un peu plus compliqués, on a aussi des opérateurs qui peuvent vous aider à développer ces réseaux. Et enfin, le point vraiment crucial de la maintenance et du suivi de performance pour que les installations elles durent longtemps et que vous soyez vraiment maître des performances de ces installations. Voilà, nous, on est à vos côtés. On vous remercie de nous solliciter pour vous accompagner pour tous ces projets. On a un petit point dispositif de financement.
En bonus. Très bien, un petit point bonus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux CCR dont vous avez sûrement entendu parler? Les contrats de chaleur renouvelable. C'est le fonds chaleur de l'ADEME qui est aujourd'hui souvent délégué au territoire. Alors, en Savoie, le premier était celui de Grand Chambéry qui va être renouvelé. Il y en a également un sur Grand Lac, c'est le SMAPS, et puis également sur Arlysère. Il y a une préfiguration côté Assemblée des pays tarentaise-vanoise. Et pour le reste du département, on espère avec le SDES voir sortir prochainement une solution pour voilà, accompagner vers ce dispositif les territoires qui ne sont pas couverts directement. Ce sont des aides importantes, aussi bien en études, puisqu'on peut, par ce dispositif, aider les études préalables jusqu'à 70%. Et puis, en termes d'investissement, ce sont des aides forfaitaires qui permettent très tôt dans le projet de savoir à quel montant d'aide on va pouvoir aider le projet, ce qui est vraiment très important. Le deuxième dispositif qui est présenté ici, c'est le FDEC-ENR, donc c'est un dispositif départemental que vous connaissez sur vos travaux de rénovation et qui est élargi aussi aux énergies renouvelables, qui permet d'apporter un bonus en quelque sorte si vous choisissez les énergies renouvelables. On vous a remis les plafonds de dépenses subventionnables et puis après les taux d'aide, eh ben, ils sont différents commune par commune, mais souvent vous les connaissez bien. On aurait pu ajouter en complément les fonds d'État, donc la DSIL ou la DETR, sur lesquels vous êtes éligible et qui peuvent permettre de cofinancer des projets de développement ENR sur vos bâtiments. Et quelques fiches de certificats d'économie d'énergie également pour certains types de travaux. On en a terminé de cette présentation. Merci de l'avoir suivi. On va prendre quelques questions. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées sur le chat. Oui, j'ai une question sur le bois. Et est-ce que Nathalie, tu as une idée de la disponibilité du bois déchiqueté? Parce qu'on entend souvent parler, notamment au territoire de montagne, voilà, il y a beaucoup de forêts disponibles. Voilà, c'était une question sur cette disponibilité-là. Alors, la disponibilité de la ressource, c'est-à-dire du bois en forêt, ça, elle existe. Après, effectivement, économiquement, il faut que ça vaille le coup d'aller chercher ce bois et de le valoriser pour le mettre dans des chaufferies à l'échelle de nos territoires. Si aujourd'hui le prix des autres énergies s'envole, la compétitivité, si on peut parler comme ça, de ce bois énergie, de ce bois forestier, elle sera d'autant plus facile à obtenir. Ok, sinon j'avais aussi une question un peu plus globale sur les coûts d'investissement au mètre carré. Je sais qu'on les a vus dans le diaporama pour le solaire thermique et pour les packs. Je pense le replay sera disponible sur le site de l'ASDER, donc vous pourrez les reconsulter par la suite. Oui, on n'a pas de coût au mètre carré pour les autres types d'équipements, effectivement. Mais on est effectivement à votre disposition pour étudier vos projets dans le cadre de ce qu'on appelle les analyses d'opportunité, où on vous fournit projet par projet un pré-chiffrage de ce type d'équipement. De mon côté, je n'ai pas d'autres questions sur le chat, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est qu'on a été extrêmement clair ou extrêmement ennuyant, mais en tout cas, si vous n'avez pas de questions particulières, n'hésitez pas à prendre la parole si c'est le cas. Mais on en profite pour remercier l'ensemble des participants, bien sûr, mais des intervenants, donc les communes de l'Épin-le-Lac et de Coise, qui ont joué le jeu du retour d'expérience. C'est toujours intéressant d'avoir accès à des projets concrets. Et puis, bien sûr, les partenaires avec qui on a monté ce webinaire, Agathe, le SDES et le CAUE. Bon, mais je vous propose qu'on en termine. On avait dit 1h30, il est 19h30, on est dans les temps.
Bonsoir et merci. Très bien. Eh ben, merci à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire. OK.